Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Enseigner le bien-être animal en classe, c'est l'une des nouveautés dans cette rentrée. Un lien direct avec l'empathie, on en parle dans quelques minutes avec nos invités. Introduire l'apiculture et ses métiers auprès des jeunes. Un projet pour cette entreprise familiale dont on vous parlera en seconde partie d'émission. Mais avant ça, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Emma Ferré. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les réactions au discours de politique générale de Michel Barnier, notamment à propos de l'école. Oui, dans ce long discours d'1h30 hier, il n'a été que très peu question de l'école en réalité, mais un passage a retenu l'attention. On écoute tout de suite Michel Barnier. J'ai confiance dans la qualité et l'engagement des enseignantes et des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale. Ils doivent être partout protégés et respectés. Et ils ont moins, me semble-t-il, aujourd'hui besoin de grandes réformes et d'une énième refonte des programmes que du bon fonctionnement de leurs établissements. Ensemble, nous voulons renforcer l'attractivité de la mission d'enseigner. Ensemble, nous devons trouver des réponses aux défis posés par le remplacement des professeurs absents. Au-delà des améliorations en termes d'organisation et de formation, ne pourrait-on pas, par exemple, faire plus et mieux appel à des professeurs retraités volontaires, y compris pour accompagner leurs plus jeunes collègues. Ensemble, nous devons travailler pour que toute notre jeunesse ait accès à la culture et au sport. C'est la trace durable que doivent laisser les Jeux olympiques et paralympiques. Ensemble, avec les parents, nous pouvons trouver des solutions pour mieux soutenir les élèves en difficulté, consolider les savoirs fondamentaux, améliorer l'accessibilité des élèves en situation de handicap et l'inclusion scolaire, continuer la lutte sans merci contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Désormais chef de file des macronistes à l'Assemblée, l'ex-premier ministre Gabriel Attal n'a pas attendu pour monter à la tribune et prononcer son discours en répétant les éléments de langage qu'on avait pu entendre le 30 juin dernier lors de son propre discours de politique générale. Inquiet des coupes du budget de l'école, il répond. Et s'il est un combat, vous le savez, qui nous tient peut-être plus à cœur encore que les autres, en tout cas c'est mon cas, c'est évidemment l'école de la République. Cette promesse doit tous nous réunir, ne supporte ni conflit, nécessite au contraire de l'unité et de la détermination. Nous préférerons toujours l'autorité au laxisme, l'élévation du niveau au nivellement par le bas, les savoirs fondamentaux à la dilution des savoirs. Et donc nous continuerons à déployer le choc des savoirs, à renforcer les moyens de notre école. Côté politique toujours, silence du Rassemblement national concernant l'école, mais vive réaction de Marine Tondelier, chef de file des Verts, c'était sur X. Elle a tweeté « Pour celles et ceux qui n'ont pas la force, le temps, l'envie, le réseau pour écouter le Premier ministre, je vous résume, un programme bien plus concret pour les prisons que pour l'école. Ça en dit tellement, c'est bien triste en vrai tout ça. » Et ceux qui étaient dans la rue hier, eh bien, ce sont les syndicats. Qu'en pense-t-il aujourd'hui, Emma ? Et Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, tweet « Faire appel aux profs retraités, mais ce n'est pas un concours Lépine pour le Grand Prix Brico-Éduc. Genre sur un malentendu, ça peut passer. On parle de l'avenir de l'école, ça mérite mieux que ces propos qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. » Alors concernant ce point des enseignants à la retraite appelés en renfort, c'est une proposition en fait qui est loin d'être nouvelle. Déjà en 2022, la direction académique de Seine-Saint-Denis avait lancé cet appel pour remplacer les professeurs absents du premier degré et même encore plus lointain en réalité sous la présidence de René Coty, c'est le ministre de l'Éducation René Billière qui avait fait de même avec l'arrêté du 28 mars 1958. C'est quasiment un marronnier on pourrait dire. Alors tout cela n'enlève rien à l'insatisfaction des personnels de l'éducation. On a posé la question à Jérôme Fournier. Il est secrétaire national SE-UNSA. Voici son ressenti après ce discours. Le Premier ministre fait de l'éducation sa priorité, alors que tout montre qu'en termes budgétaires et en termes d'ambition, ce n'est pas le cas. Il annonce vouloir ne plus faire de réformes et ne pas publier de nouveaux programmes, ce qui semble une sage décision, mais il faut aller jusqu'au bout et annuler le déploiement de la réforme Choc des savoirs qui va à l'encontre de ce qui permettrait à nos élèves de mieux réussir. Par ailleurs, il annonce que seules les familles seraient en capacité de trouver les solutions pour améliorer la réussite des élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap, ce qui est inconcevable
Pour les professionnels que nous sommes, le Premier ministre nie notre expertise professionnelle, ce qui nous semble inacceptable dans une déclaration de politique générale comme celle d'hier. Anne Genetet, nouvelle ministre de l'Éducation, était au premier rang pour ce discours. Une ministre qui va recevoir dans son bureau un TikToker. Et oui, la ministre va recevoir le TikToker Sensei Demo, mais comme nous hier sur ce plateau, Virginie. Alors, elle a été interpellée pour le rythme scolaire. On regarde sa réponse au TikToker. On va se parler franchement, sans détour. Je vais répondre directement à la pétition de Sensei Demo. Dans sa pétition, il y a 3 points principaux. Premièrement, sur la prévention du harcèlement et la gestion des comportements, il propose de remplacer des sanctions punitives par des activités de bien-être et la gestion de l'énergie pour les élèves perturbateurs. Sur le harcèlement, ma position est très claire. On ne laisse rien passer. Désormais, un élève harceleur peut être changé d'établissement. En plus, des cours d'empathie sont mis en place, ce qui rejoint l'idée de Sensei Demo sur la méditation, la réflexion, la psychologie. Pour signaler les cas de harcèlement et de cyberharcèlement, un seul numéro à appeler, le 3018. Deuxièmement, sur les lieux de parole, ça existe déjà dans les lycées. Les lieux où vous pouvez vraiment agir. Alors vous avez le conseil de la vie lycéenne ou CVL avec 10 lycéens qui sont élus pour 2 ans et ils sont consultés sur les cours, sur les activités et même sur la santé. Au niveau académique, il y a le conseil académique de la vie lycéenne et puis au niveau national, il y a le conseil national de la vie lycéenne avec 64 lycéens qui défendent justement ces sujets. Ce sont eux qui vous représentent et au-delà de ce qui existe déjà, vous pouvez porter des projets, porter vos idées au niveau de votre école et vraiment moi, je vous y encourage. Le troisième point que vous attendez tous, je le sais, je l'ai lu, c'est l'organisation des cours de 8h à 13h. Je sais que vous avez des journées déjà bien chargées avec les cours, les trajets, les activités après l'école. J'écoute toutes les bonnes idées. Je suis aussi réaliste et je ne vais pas vous mentir, on ne va pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà débuté. Parce que ça changerait beaucoup de choses. Les personnels qui encadrent ces activités, les lieux et les structures à adapter et puis les modes de garde pour les parents qui travaillent. J'ai proposé à Sensei Demo qu'on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation. Dans ma méthode, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et je n'ai aucun tabou. Une ministre visiblement intéressée par les propositions du créateur de contenu. Un rendez-vous à l'agenda qui irrite les syndicats. Anne Genetet s'égare sur TikTok. Voici ce qu'on peut lire dans le Café pédagogique aujourd'hui. Maintenant que le discours du Premier ministre est passé, l'Assemblée va pouvoir reprendre ses travaux parlementaires, notamment la commission d'enquête sur les violences dans le cinéma et sur la protection de l'enfance. Et stoppée en juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée, la commission avait été créée à la demande de l'actrice Judith Godrèche. Un travail transpartisan qui pourrait reprendre le 9 octobre prochain. Mais comme tous les travaux interrompus depuis quelques mois, c'est un retour à la case départ. Alors avant cela, mercredi prochain donc, la commission des affaires sociales désignera un rapporteur sur le thème des manquements des politiques publiques des protections de l'enfance, un sujet tristement d'actualité. Alors pour terminer, Emma, vous voulez nous parler d'un jeu de société pour ramener les pères au centre de la parentalité. Et oui, si vous en avez marre que toutes les conversations concernant le bébé et la naissance ne soient adressées qu'à la mère et que vous ne trouvez pas votre place en tant que père dans l'apprentissage de la parentalité durant la grossesse, eh bien Célina Butins, créatrice de jeux de jeux de société humoristiques, a une idée cadeau pour vous. Ça s'appelle Couvade, un jeu de cartes vendu une quinzaine d'euros et au menu des quiz, des charades ou encore des mimes pour apprivoiser avec légèreté le rôle de père et pour aussi que la société se normalise avec la transmission de la paternité entre hommes et que cela soit autant un sujet que pour la mère. Merci beaucoup Emma. Le bien-être animal enseigné à l'école, c'est une des nouveautés de cette rentrée pour les classes de CP. Alors anecdotique pour certains, essentiel pour d'autres. En quoi consiste ce nouveau thème abordé en classe de CP? On en parle tout de suite avec nos invités. Et alors pour en parler, je suis ravie d'accueillir Léa Le Faucheur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des campagnes de la Fondation Droit Animal. Merci d'être avec nous. Loïc Dombreval, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député et également président du Conseil national de la protection animale. Merci également d'être sur le plateau du Grand JT. On accueille par Skype aussi Isabelle Pierry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Isabelle. Vous êtes présidente de l'association Alors on s'aime, également conseillère en éthologie appliquée à la communication homme-animal. L'éthologie, c'est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Alors le bien-être animal, enfin, désormais, on va dire, mais moi je dirais enfin, au programme de cette rentrée pour les enfants de CP. Alors, est-ce que c'est une avancée pour l'un comme pour l'autre? J'ai posé déjà la question à Léa Le Faucheur, comparé à ce qu'on attendait de la loi de 2021. C'est une avancée, mais une petite avancée, puisque la loi n'est pas complètement appliquée. Depuis 2021, le Code de l'éducation
prévoit que l'EMC, l'enseignement moral et civique, sensibilise les élèves au respect dû aux animaux et à leur sensibilité en primaire, au collège et au lycée. Pour l'instant, le sujet n'est abordé qu'au CP. Pour vous, Loïc d'Ombreval, est-ce que vraiment c'est un pas aussi qui est léger, mais en tout cas intéressant pour les enfants dits de primaire qui doivent, dès le départ, s'intéresser à la question du droit des animaux? Je suis assez mal placé pour répondre à cette question, puisque j'étais à l'origine de la loi en 2021 comme rapporteur général, et qu'on a pensé qu'il n'était jamais trop tôt pour faire du bien aux animaux. Sauf qu'on est en 2024. Sauf qu'on est en 2024, qu'on est 3 ans après, et que donc il y a eu un délai qui est un délai anormal entre le vote de la loi et son application non effective, comme l'indique ma collègue. C'est-à-dire qu'on a une loi qui, de nouveau, et ce n'est pas le seul article sur lequel la loi a été rognée, une loi sur laquelle il y a une petite avancée, une petite pichenette qu'on va prendre positivement, mais qui est effectivement largement insuffisante, à la fois dans son ambition et également dans le délai qui a été pris pour l'application. On s'est dit que vous êtes mal placé. Moi, je trouve que vous êtes plutôt très bien placé pour y répondre, justement. Quelle a été l'impulsion qui a fait qu'ils auraient dû répondre donc, en 2021, vraiment de manière beaucoup plus effective et rapide, et qu'ils répondent enfin maintenant cette rentrée 2024? Parce que l'éducation nationale fait comme elle en a envie. C'est-à-dire comment elle en a envie? C'est-à-dire que... ils ne respectent pas la loi. J'ai pas dit ça. D'abord, l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, il vient jamais devant les députés pour défendre une proposition de loi ou un projet de loi. C'est un des rares ministères où on n'est pas soumis à la loi des députés, du législateur. Ça, c'est le premier point. Et donc, quand ils doivent faire des choses, en fait, ils le font exactement au rythme qu'ils souhaitent. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste une réalité. L'éducation nationale a tendance à considérer que ce sont eux qui doivent décider, et seulement eux qui doivent décider du contenu des programmes. Voilà. Donc, on arrive avec 3 ans de retard sur une loi qui a été prise dans un petit morceau. Un constat assez clair, Isabelle Pierry, que vous partagez également? Tout à fait. Tout à fait. Donc, maman, en fait, c'est vrai que c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à mettre en place des sensibilisations, on va dire ça comme ça. Je me suis dit que, en fait, rien n'était fait pour ça, pour le bien-être animal et pour plein d'autres choses aussi. Ayant des enfants, ma dernière a 10 ans et donc c'est vrai que j'ai fait ce constat. Donc c'est vrai que je me suis dit va falloir actionner, faire des choses et pourquoi pas lancer des sensibilisations. Et c'est vrai que j'ai bataillé déjà pour pouvoir avoir accès à des écoles qui me disent oui, c'est possible de le faire et j'ai pu le faire. Donc c'est vrai que ça a été des expériences qui ont été très très enrichissantes et je me dis mais c'est pas suffisant, faut vraiment le développer et c'est pour ça que pour moi c'est le bien-être animal, mais c'est pas que ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu développer. Ouais. On va le développer justement, parce que c'est pas que ça, c'est l'éthique animale précisément dont on parle, en tout cas qui est inscrite au programme de MC. Ça veut dire quoi exactement, éthique, Léa Le Faucheur? L'éthique animale, c'est un champ d'études en philosophie qui vient questionner un peu la responsabilité de l'être humain vis-à-vis dans sa relation aux autres animaux. Ça vient poser la question de quels sont les droits des animaux et quels sont nos devoirs envers eux. Donc oui, c'est plus large que le bien-être animal qui peut être défini de manière décorrélée de toute morale ou principe éthique. Je pose la question, c'est une question peut-être un peu naïve, mais je me permets, puisque finalement c'est aussi mon rôle de pouvoir parler pour tout le monde. Se poser la question de tout d'un coup l'inscrire au programme de CP, alors qu'on a l'impression que les citoyens français n'ont absolument pas cette notion justement d'éthique ni de bien-être animal. Alors il y a une sorte de déconnexion entre finalement ce qui est proposé dans les programmes scolaires et ce qui est ce qui était réel dans la vie citoyenne. J'aimerais une réaction, Loïc d'Ombreval.
Alors, je vais avoir une réaction très directe. Je veux dire, je ne sais pas quels sont les faits qui vous permettent de dire que les Françaises et les Français sont déconnectés de cette réalité. En réalité, moi, j'ai l'impression du contraire. Ah oui ? Oui, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus connectés à ce que c'est que le bien-être ou plutôt le mal-être animal. Bien-être qu'ils opposent à... qui confondent avec probablement aussi bien-traitance. Ce qui sont deux notions différentes. Mais en tout cas, les études l'indiquent très clairement. La sensibilité à la cause animale, à la condition de vie des animaux, semble être croissante au sein de l'esprit de l'opinion des Français, ce qui est plutôt une bonne chose. Quand elle est croissante, ça, j'en doute absolument pas. En revanche, on part d'où ? On part de très bas ou on part déjà d'une conscience réelle ? Non, on parle, je pense, d'une forme d'inconscience de ce qu'est la réalité de la vie de la plupart des animaux. Quand je dis la plupart, je dis la plupart en nombre, c'est-à-dire des animaux, en l'occurrence de production, des animaux de la ferme, ceux que l'on va finir par manger. Ce sont les images, disons-le clairement, d'une association qui s'appelle L214, qui a permis effectivement de mettre à jour et de montrer la réalité d'un certain nombre d'élevages, pas de tous les élevages, mais d'un certain nombre d'élevages et de conditions de vie d'animaux qui sont absolument insoutenables. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience et d'accélération comment dirais-je, d'une sensibilité accrue de la part du public et des Françaises et des Français sur la question à partir de ces images. Tant mieux. Alors Isabelle Piry, est-ce que vous partagez ce constat aussi ? Et qu'est-ce qui pouvait clocher selon vous ? Et donc aujourd'hui, ce qui amène à ce que ce programme soit désormais à l'ordre aujourd'hui en CP, au cours de MC, ce qui pouvait clocher que la représentation qu'on se fait des animaux ? Alors, en fait, pour moi, au niveau scolaire, alors L214, tout ça, ils font un travail formidable. Pour justement éveiller les consciences, je veux dire, dans la globalité, en fait. Mais au niveau scolaire, il y a des choses qu'on ne peut pas, en fait, amener. C'est très compliqué d'amener des images... Enfin, je pense que vous le comprenez. Il y a des choses à ne pas déroger au niveau scolaire et c'est pour ça que en termes d'EMC, d'éducation morale et civique, en termes d'éthique, c'est très cadré et je pense que c'est peut-être, alors pour moi, à mon avis, c'est peut-être pour ça que ça a été compliqué à amener au niveau des programmes. De faire des choix, peut-être. Là, j'émets que des hypothèses. Parce qu'en fait, bien sûr, la question du bien-être animal, peut-être qu'elle pose aussi des questions sur tout ce qui est régime alimentaire, etc., que ça pose des questionnements. Alors, si vous me coupez si je me trompe, hein, non, mais moi, j'ai eu l'impression, en fait, que quand j'allais batailler, en fait, pour justement faire ces sensibilisations au niveau des écoles, à chaque fois, c'était la peur de, oui, mais donc du coup, on va vendre de l'alimentation, etc. Alors, j'essayais justement d'avoir un discours complètement neutre, parce que c'est pas notre rôle, en fait. Moi, mon rôle à la base, c'était juste déjà de poser les 5 fondamentaux du bien-être animal. Pour moi, c'est déjà de faire des petits pas. Je n'étais pas en train je voulais pas de grandes évolutions, mais déjà de faire des petits pas, c'était déjà pour moi très important et d'amener un petit éveil des consciences. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on fait quelquefois des raccourcis. Voilà. Oui. C'est vrai que vous posez la question effectivement de ce qu'il y a dans ce fameux programme de MC. Qui veut répondre ? Parce que qu'est-ce qu'on propose ? Vous parlez des 5 droits fondamentaux. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce alors le programme ne précise pas outre mesure le contenu de cet apprentissage. Il invite les enseignants à se saisir de ce sujet du respect dû aux animaux de compagnie. Dans le contexte de l'enseignement du respect dû à l'environnement et aux vivants. Il y a une petite avancée qui est qu'on sort justement de cette notion un peu vaste de biodiversité ou d'espèces animales qui est habituellement abordée dans les programmes et où là on va inviter l'enseignant à s'intéresser à ce qui fait, à l'animal en tant qu'individu.
La différence entre les cours de SVT et les cours de MC, c'est on est sur la citoyenneté finalement, et sur le respect. Ouais. Exactement. Et en plus, l'animal de compagnie, donc celui qu'on côtoie, qui fait vraiment partie du quotidien, comme vous le dites, le MC, son objectif, c'est de transmettre des valeurs, en tout cas nos valeurs communes, celles qui fondent notre société, donc la tolérance, la lutte contre les discriminations, l'égalité, etc. Donc ce sujet du respect de l'animal, il est tout à fait bienvenu dans ce cadre. Mais c'est vrai que là, après, le contenu du programme, c'est la liberté pédagogique après l'enseignant d'en faire ce qu'il veut. Vous avez davantage d'informations sur le contenu de ce programme ou pas? Non, mais je voudrais préciser un certain nombre de choses. Il n'était pas question pour moi de dire tout à l'heure, quand j'ai évoqué L214, qu'il fallait que L214 rentre dans les écoles. Non, c'est pas ce qu'on a entendu. Tant mieux, parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qui avait été entendu. Je voudrais vous le dire, L214 rentre dans des écoles ou dans des universités pour délivrer un message, qui est le message de L214. Ça me choque autant, malgré tout le respect que j'ai pour l'association, le fait qu'elle ait fait avancer vraiment beaucoup les choses. Ça me choque autant que quand des fédérations nationales ou départementales de chasseurs vont expliquer aux enfants que c'est bien de chasser. Je veux dire, ça ne doit pas être des... Pourquoi ça vous choque? C'est parce que ce sont les images? C'est quoi? Non, c'est pas les images, c'est le fait qu'on doit, me semble-t-il, c'est mon point de vue, dans le cadre de l'éducation des enfants, leur proposer des informations qui sont les plus factuelles possibles, sans qu'il y ait aucune forme de volonté d'imposer un point de vue sur le véganisme, d'opinion ou de prise de position. Voilà, sur le fait de manger de la viande ou pas de viande. Tout à fait, on est dans l'enseignement, c'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'on veut dire aux enfants? Et j'espère que les enseignants se saisiront, en fait, parce qu'ils sont libres de le faire ou pas le faire. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On veut leur dire qu'il y a des êtres vivants qui sont différents de nous et qu'il faut les respecter. Qu'ils ont froid, ou chaud, ou faim, ou peur, ou mal, et qui souffrent, etc., comme nous. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas à un animal vivant qui souffre ou qui a mal? On ne lui fait pas mal. Qu'est-ce qu'on ne fait pas à un animal qui peut avoir faim et qui ne mange pas à sa faim? On lui donne à manger. Et ce sont des choses, je pense, aussi simples que ça, au niveau d'un CP, qu'il faut enseigner. Il n'est pas question de leur dire ne mangez pas de la vache, ne mangez pas du cochon, au contraire, mangez-en et allez tirer sur les animaux dans la nature. Ça, on met ça de côté, ça n'a rien à faire dans une école. Ce n'est pas le propos, effectivement. Mais alors, justement, je rebondis parce que là, on est spécifique sur les animaux de compagnie. Est-ce que c'était une volonté, justement, pour que ce soit plus, rassembleur, cette proximité avec les élèves et les enseignants? Pourquoi? Est-ce que ça vous choque? Oui. Moi, ça me choque pas parce que j'ai vécu le fait de rapporter la loi. Et j'ai bien compris, et d'ailleurs, c'était mon souhait, parce que je me suis dit, si on rajoute dans cette loi des éléments qui ont trait à l'élevage, forcément, la loi ne sera jamais votée. C'est ça. Donc, une première étape. Voilà, donc soyons dociles, concentrons-nous sur les animaux de compagnie, sur le renforcement de sanctions pénales, sur des choses, des actes odieux, et renforçons ça. Mais voilà, au moins là, on est sûr de pouvoir faire avancer les choses. Si vous mettez de la chasse, c'est-à-dire de la faune sauvage en liberté, et la fondation que représente madame, elle le sait parfaitement, ou si vous mettez de l'animal de production, vous êtes sûr d'avoir contre vous une majorité des députés, de ne pas avoir de majorité, de ne pas voter la loi. Donc on l'a mis de côté. Et donc, cela dit, ça correspond à une réalité. Il y a en France de la maltraitance, beaucoup de maltraitance sur les animaux de compagnie. Il y a énormément d'abandons qui font partie de la maltraitance. Et donc, c'est bien de commencer sur ces sujets-là. Ma question n'était pas si idiote que ça sur la prise de conscience des citoyens par rapport au bien-être animal. Mais vous ne posez aucune question idiote. Mais c'était même une réaction plus qu'une question. Oui, cette distinction quand même des animaux de compagnie, alors on comprend dans le contexte de la création de cette loi, mais ça pose quand même un danger, c'est qu'on laisse croire aux enseignants et aux élèves qu'il y a une distinction entre tous ces êtres vivants et que tous ne sont pas des êtres sensibles. C'est quand même important que les élèves aient accès, comme vous l'avez dit, à des connaissances basées sur la science, sur des connaissances actuelles, et non à des croyances qui pourraient laisser croire que certains animaux sauvages ne ressentent pas la douleur lors de certaines pratiques qui peuvent être cruelles, etc. Donc il faudrait quand même veiller à ce que les enseignants basent leur enseignement sur du matériel pédagogique vérifié. Il se pose donc la question de la formation, forcément. Isabelle Thierry, est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Parce que qu'est-ce qui va être enseigné et comment les enseignants qui peuvent peut-être eux-mêmes un peu écarter de cette question-là, ou en tout cas ne pas avoir les compétences sur ce sujet, vont être formés? Alors moi, je n'ai pas d'informations justement. Par contre, je suis en train d'élaborer un outil par rapport à ça.
Donc, je lance un appel aux éditeurs parce que justement, par rapport à cette, on va dire, ces catégories, cette classification d'animaux, moi, je l'explique justement aux enfants, je l'explique aux élèves parce que les questions me sont posées. Bien souvent, on me dit, bah oui, alors, et les vaches, et les chevaux, et c'est pour ça que je leur explique que bien sûr, le bien-être animal, les 5 fondamentaux, ça ne s'applique pas qu'aux animaux de compagnie. C'est dans un ensemble, et bien souvent, c'est culturel en plus. Donc cet outil, pour moi, je le mettrai à disposition du corps enseignant. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite. Mais voilà. Mais sur le contenu, moi, je n'ai pas encore d'informations sur tout ça. J'espère qu'on en saura plus d'ici l'année qui va passer. Mais en tout cas, moi, j'espère que ça ira dans le bon sens et qu'on va s'appuyer sur les bons éléments. En tout cas, cela prouve qu'effectivement, il y a un vrai manque, en tout cas une vraie distance qui s'est créée entre les hommes et les animaux. On voit bien que, alors même si chacun, comme vous le dites, est concerné par la question, d'autres quand même que je vois un peu moins concernés par la question et qui peut-être nécessiteraient d'être un peu plus informés, ne comprennent pas encore réellement pourquoi tout d'un coup ça se passe à l'école et pourquoi surtout en CP. Et c'est une question qu'on se pose, pourquoi alors le CP, pourquoi pas? Certes, on apprend à lire, à écrire, à compter et donc du coup à respecter les animaux, mais pourquoi pas après? Donc c'est ma question. Qui va répondre? On est censé l'aborder après aussi, là, c'est un autre problème. Après, je pense que là, le choix du CP a été fait par facilité, parce que peut-être il y avait un trou à cet endroit. Bon, je pense que c'est une année quand même assez dense, le CP. Oui. En fait, ma question pour prolonger, c'est-à-dire qu'on va donc apprendre le respect, le bien-être animal, les 5 effectivement droits fondamentaux dont on vient de parler peut-être, et puis après on va s'arrêter, et donc tout d'un coup on passe en CE1 et on se dit, bah non, finalement, ça y est, c'est bon, c'est inculqué? Non, mais moi je pense que si c'est bien fait, encore une fois, j'en connais pas le contenu, mais si c'est fait, et fait correctement, de façon simple, en expliquant les choses simplement, je pense que ça peut marquer, avec les bons outils et les bons messages, des enfants tout au long de leur vie. Si en plus ils disposent à la maison, ils ont à la maison un animal de compagnie, je vous rappelle que c'est quand même un foyer sur 2 en France. Oui. Donc juste quand on dit que l'animal s'est éloigné de l'homme, jamais l'animal de compagnie n'a été aussi près de l'homme. Et ça ne fait que s'accroître. Et toutes les indications montrent que cette possession de l'animal de compagnie va encore s'accentuer. Les animaux qui se sont séparés de l'homme, c'est les animaux qui avant étaient au cœur de Paris. Oui. C'est les vaches, les chevaux, les ânes, etc. qui étaient au cœur de Paris et qui, avec l'urbanisation, se sont écartés de la ville et sont partis à la campagne. Et aujourd'hui, on les retrouve sous cellophane dans les rayons des supermarchés. Pardon, je dis en riant, mais c'est ça la réalité. Donc on ne sait plus ce que c'est qu'une vache. On ne sait plus ce que c'est qu'un cochon. Un cochon, c'est une tranche dans une boîte de cellophane. Donc par contre, l'animal de compagnie, c'est vraiment, et on le sait, toutes les études l'indiquent également, un membre vraiment de la famille. Et donc, ça me paraît être finalement une bonne chose que ce soit centré sur un animal de compagnie, parce que l'enfant peut le vivre à la maison quand il rentre à la maison, et délivrer un message aussi à ses parents en leur disant « mais pourquoi on fait comme ça ?» Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait aussi faire comme ça. Voilà, qu'il y a des échanges qui se nouent entre les enfants et les parents sur le sujet. C'est les enfants qui vont éduquer les parents, en fait. Exactement. Oui, c'est ça qui va se passer. Bien sûr. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Mais c'est important que le sujet soit abordé de nouveau quand l'enfant grandit, au collège et au lycée. Les enseignants remarquent bien qu'il y a un éloignement. Les jeunes enfants sont proches des animaux parce qu'ils font partie de leur imaginaire, dans leurs livres, etc. Donc ils ont cette proximité. Et on sent qu'on s'éloigne un peu au fur et à mesure qu'on grandit. Il faut vraiment qu'au collège et au lycée, on recommence à voir ce sujet-là sous l'angle d'autres questions. Ça peut être des débats moraux, parler des droits des animaux, etc. On peut pousser un peu plus loin. Pardon, mais je sais pas, ça vous a peut-être pas échappé, mais ça a été le sujet central de classe préparatoire aux écoles de commerce, il y a de ça quelques années, où pendant 2 ans, puisque la préparation dure 2 ans pour entrer dans les écoles de commerce, les étudiants se sont attelés à la question du droit des animaux. C'est un sujet aussi qui est tombé au bac. Enfin, je veux dire, il y a quand même une petite musique, une douce petite musique qui indique que
c'est devenu de plus en plus au sein de notre société un vrai sujet dont on se préoccupe. Et c'est grâce extrêmement aussi, réconfortant. Effectivement, les associations comme L214 ou comme des gens qui prennent comme vous la parole sur ce sujet. Comme la LFDA, voilà, comme la LFDA, comme ma propre association. Exactement. Non mais parce que effectivement, il y a beaucoup de critiques à l'encontre de ces images qui sont très chocs et très violentes, mais c'est aussi ça qui fait réagir et qui fait prendre conscience. Mais bon, qu'il ne faut pas exposer aux enfants, évidemment. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, quand on parle de bien-être animal, quand on parle de respect, cela forcément influe sur le comportement qu'on pourrait espérer entre hommes, je dis entre hommes avec un grand H, hommes, femmes, enfants, en général. Et donc, du coup, avoir du respect pour l'animal, peut en prendre soin, etc., peut évidemment relever de la notion de l'empathie. C'est ce que vous avez mis, évidemment, en exergue dans votre association, Isabelle Pierry. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, c'est à travers l'amendement Glavany en fait que je le mets en place. C'est en utilisant 2 définitions très simples. J'ai vraiment voulu le faire de manière, de toute façon très simple pour les enfants, faut le faire de cette manière. Donc j'ai pris les 2 définitions d'être vivant et d'être sensible, et à travers ces 2 définitions-là, je les mets en situation, je leur montre des images, et avec juste en utilisant le sens du toucher, en leur montrant que avoir froid, avoir faim, en leur montrant des animaux qui ont faim, qui ont froid, je leur montre des images, et c'est vrai qu'on les met en situation en fait. Et là, le fait de se mettre au niveau 2, on va développer justement cette empathie. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à développer, à faire des petits déclics. Justement, en fait, c'est vraiment c'est important, et là on commence à avoir des échanges avec les enfants, et c'est intéressant, et même les enfants ils commencent à parler de chez eux, de ce qui se passe à l'intérieur, il y a énormément d'échanges qui se fait à ce moment-là, et c'est très très intéressant. Très, très oui, c'est ce que vous dites, parce que finalement, c'est lorsqu'on comprend effectivement l'animal. Vous m'entendez pas, on va vous retrouver tout de suite dans quelques instants. Je l'espère, je continue avec vous, Léa Lefauchère et Loïc Dombreval. Mais quand on comprend que l'animal a ses intérêts propres, on est d'accord que finalement, on apprend à tolérer la différence des autres, finalement. Et c'est ce qui se passe chez un enfant de 7 ans. Oui. 7 ans pour le CP. Oui, je pense que c'est encore une fois, on donne à boire à quelqu'un, à un animal, un être vivant qui a soif. On rassure un être vivant qui a peur. Voilà, c'est cette notion d'empathie. Et on partage avec l'animal, avec un être vivant qui est, comme le disait Madame, selon l'amendement Glavany, mais qui est l'animal est un être vivant de sensibilité sous réserve, etc. Donc c'est déjà ancien dans le code rural, mais ça a été appliqué, c'était la nouveauté en 2015 dans le code civil. Enfin, cette sensibilité de l'animal génère un certain nombre d'obligations de la part de l'être humain. Et c'est d'autant plus important qu'on connaît aujourd'hui, c'est avéré, c'est prouvé, c'est scientifiquement établi qu'il y a des liens absolument directs entre des maltraitances qui pourraient être faites à des humains et des maltraitances qui pourraient être faites à des animaux. Et donc j'en reviens justement au sujet du harcèlement, parce que c'est aussi ça qui se joue dans ces cours de MC, avec cette notion de bien-être animal qui est désormais au programme et d'éthique animale. Et on va jouer effectivement, ça rejoint la lutte contre le harcèlement scolaire, Léa Lefauchère ? Oui, bien sûr. Sans répéter tout ce que M. Dombreval a dit, on voit bien un lien entre ces violences-là. Et pour prévenir la violence entre les jeunes, entre les enfants, il faut savoir la reconnaître. Donc, profiter d'un enseignement pour reconnaître la violence chez les animaux, ça peut permettre justement de la reconnaître entre les humains. Et puis, on a une empathie naturelle pour les animaux. Il faut cultiver cette empathie parce qu'elle est effectivement la même. La relation qu'on entretient avec les animaux, elle dit quelque chose de celle qu'on entretient avec les autres. Vous l'avez dit, c'est cultiver cette notion d'altérité, d'autres et de respect. Donc là, avec cet enseignement du respect dû aux animaux domestiques, on est tout à fait dans le sujet. Le respect est dû aux autres,
tout simplement, aux autres enfants et aux cette adultes. domestication qui est particulière par rapport à l'esprit sauvage, c'est-à-dire que le fait de tout d'un coup d'avoir des animaux qui sont à la maison, qui doivent répondre effectivement à notre demande, être assis, couchés, caressés, etc. Et puis ces animaux que l'on n'arrive absolument pas à domestiquer justement. Est-ce que c'est ça peut-être ça le sujet aussi qu'il faut travailler dans ces cours de MC? Alors une petite précision quand même, c'est que l'animal de compagnie est un animal domestique, mais un animal domestique n'est pas forcément un animal de compagnie. Ouais. Ça peut être une vache et un cheval, et donc on a choisi là, enfin il a été choisi par l'Éducation nationale vraiment de se centrer sur animal de compagnie, parce qu'encore une fois, et c'est une bonne idée, parce qu'il est au contact, je le répète, d'énormément d'enfants qui, s'ils n'en ont pas déjà un, en veulent un. Un chien, un chat, un hamster, un lapin, un oiseau. Exactement. Ouais. Et donc voilà, l'animal, c'est un médium extraordinaire. C'est un médiateur extraordinaire. Il y a d'ailleurs des associations qui sont spécialisées à la fois sur l'animal médiateur entre êtres humains, et puis d'ailleurs d'autres associations qui sont spécialisées sur la question des liens entre du continuum de maltraitance. C'est un peu, ça fait un peu Benjamin, mais enfin du lien entre la maltraitance humaine et la maltraitance animale. Tout ça est extrêmement lié et imbriqué, et je pense que c'est important effectivement aux plus jeunes des enfants d'inculquer cette notion de c'est pareil tout ça en fait. Quand tu es méchant avec un animal, tu es méchant d'une certaine façon avec un être vivant qui souffre. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus de près ou de loin dans le Grand JT. Léa Lefaucheur, Loïc Dombreval et Isabelle Pierry. Merci mille fois. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Le Mélinaire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'entreprise Famille Marie, qui est une entreprise familiale d'apiculture. Alors, j'aimerais, avant qu'on parle de cette édition qui va arriver du 4 au 13 octobre, l'édition Happy Week sur l'ensemble du territoire, j'aimerais parler de l'état déjà de l'apiculture en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? On ne va pas faire une émission de 2 heures sur l'économie, etc., mais comprendre ce qui se passe réellement. C'est pas très simple parce qu'il y a beaucoup de pression d'abord sur les abeilles. Il y a un certain nombre de facteurs qui compliquent la vie des abeilles. Il y a également des facteurs météo. On a connu 2 années aux antipodes. L'an dernier, les apiculteurs ont souffert du fait de la sécheresse. Qui dit sécheresse, dit des plantes qui grillent sur pied, je dirais. Donc pas de pollinisation, donc difficile pour les abeilles et par conséquent pour les apiculteurs. Et cette année, on est exactement à l'inverse. On a eu une période absolument terrible en termes de pluie, un printemps où il n'a pas cessé de pleuvoir. Normalement, le printemps, c'est une période importante pour la pollinisation, donc la production de miel. Et il faut savoir que si vous faites le ratio entre le poids d'une abeille et le poids d'une goutte d'eau, si une abeille reçoit une goutte d'eau, c'est comme si nous, on recevait 33 litres d'eau. Donc on peut comprendre que les abeilles n'aient pas trop envie de sortir pendant les pluies. Et du coup, ça a profondément perturbé les productions. Et je dirais même que certains apiculteurs ont dû nourrir leurs abeilles parce que les abeilles ne sortant plus, il n'y avait plus assez de miel dans la ruche pour les alimenter, elles n'avaient plus fait assez de stock. Donc en fait, certains apiculteurs ont dû pourvoir à la nourriture dans leurs essaims pour les faire survivre. Donc c'est un peu compliqué tout ça, oui. Très compliqué, effectivement. Donc, défi météorologique, si je puis dire, de complications effectivement avec l'état actuel de la planète, mais aussi peut-être sur les normes et sur ce qu'on demande aux apiculteurs en France. Alors, certes, il y a les normes qui jouent et il y a effectivement une concurrence également qui est internationale. Donc, alors nous, Famille Marie, on s'interdit de commander des miels en dehors de la communauté européenne. On achète principalement des miels en France. Quelques miels en Europe, parce que certains miels, par exemple des miels d'agrumes, vous ne les trouvez pas en France. Donc, vous allez les chercher en Espagne ou en Italie, parfois en Grèce. Donc, il y a un certain nombre de miels qu'on achète en Europe, mais fondamentalement, on achète 100% de nos miels dans la communauté européenne et donc, encore une fois, majoritairement en France. Mais ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et une grande partie des miels que vous trouvez dans la grande distribution, eux, proviennent de l'extérieur de la communauté européenne, avec évidemment une concurrence difficile pour les apiculteurs français. Est-ce que c'est un métier qui est connu par les jeunes, le métier d'apiculteur? Parce qu'on a une certaine vision, effectivement, ce chapeau qui protège, cet homme qui est peut-être, ou cette femme d'ailleurs, qui est peut-être effectivement avec ses ruchers et ses abeilles. Mais est-ce que réellement cela attire les jeunes aujourd'hui? Alors je pense que je vais vous faire une réponse un peu normand. Oh non. Mais si. Non, je pense que c'est un métier qui est encore méconnu.
mais qui fascine. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens, enfin nous en tout cas on voit en France, on note un développement de l'apiculture personnelle, c'est-à-dire loisir, qui est absolument phénoménal. Alors il y a des apiculteurs professionnels, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs qui sont passionnés. Et je crois que cette passion se propage de plus en plus. Pour la petite anecdote, moi je ne suis pas un homme à la base issu du sérail de l'apiculture. J'ai découvert ce monde de l'apiculture et celui des abeilles en rejoignant Famille Marie. Et je dois dire que c'est absolument fascinant. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce monde-là ? D'abord, le premier jour, moi j'ai demandé évidemment à mes équipes, je leur ai dit maintenant que je suis avec vous, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller voir, c'est-à-dire revêtir une tenue d'apiculteur, aller avec l'apiculteur à la rencontre des abeilles, c'est-à-dire ils ouvrent la ruche pour vous. Et c'est absolument fantastique. Vous voyez ce monde qui grouille, ça bouge, et plus j'en apprends sur les abeilles, plus c'est fascinant. Parce que c'est une société, c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est assez dur. C'est un monde dur. Je pourrais vous citer plusieurs anecdotes qui me fascinent. Bon, déjà, par exemple, un apiculteur, quand il arrive devant la ruche, il a une petite fumée qui va répandre pour calmer les abeilles, mais c'est aussi une façon de s'annoncer, en fait. Donc, c'est une sorte de communication entre l'apiculteur et ses abeilles. Moi, ils me font rire à chaque fois que je les vois parce qu'ils leur parlent à leur ruche. Donc, ça me fait beaucoup rire. On parle souvent à nos animaux. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Les abeilles sont à la fois hyper organisées. Il y a plein de choses. Quand vous voyez comment c'est organisé, rien n'est fait au hasard. Quand une abeille, vous avez des abeilles qui vont à la recherche par exemple, du pollen, donc elles volent dans la nature pour découvrir les champs de pollen, et quand elles ont trouvé, il faut qu'elles reviennent à la ruche pour dire aux autres abeilles où se trouve le champ. Bon, c'est pas simple à dire. Et en fait, les abeilles vont faire un vol, c'est-à-dire qu'elles ont une façon de voler, on appelle ça la danse de l'abeille, elles vont voler d'une certaine façon et ça va être compris par les autres abeilles pour savoir où aller chercher, où se trouve le champ qui est peut-être à 2 km de là, où se trouve le champ qu'il faut aller butiner. Et donc ça, c'est le langage que l'apiculteur justement a réussi à... Ah non, ça c'est le langage entre abeilles. Oui, j'ai compris, mais que l'apiculteur a réussi justement à comprendre et qu'il vous a donc dévoilé le jour où vous avez découvert ce monde-là. Entre autres, ouais, exactement. Donc je le disais, ce monde effectivement est méconnu, enfin c'est vous qui le dites d'ailleurs, le monde est assez méconnu finalement, ce monde de l'apiculture, le monde des abeilles. Peut-être quelques fausses idées qu'on va déconstruire tout de suite. Est-ce qu'une abeille pique, fait mal ? Alors, une abeille peut piquer. C'est pas son but premier dans la vie. Si vous l'embêtez pas, elle va vous laisser tranquille. Elle est occupée avec, comme la plupart des animaux sauvages d'ailleurs. Si vous vous occupez pas d'eux, ils viennent pas s'occuper de vous, à quelques exceptions près. Donc l'abeille, elle est dans ce cadre-là. Maintenant, si par hasard vous la blessez, vous la heurtez, elle peut effectivement avoir une réaction un peu, ou si vous la dérangez dans son activité, elle peut avoir une réaction un peu moins sympathique. Ouais, c'est possible. Lorsqu'on parle de miel, on parle évidemment d'abeilles, on parle justement de pollen, mais évidemment de miel. C'est la première idée que l'on a par rapport aux abeilles. Est-ce que le miel est positif, bon pour la santé ? Alors, j'ai envie de dire... Par les idées reçues ou... Alors, il y a d'abord le miel, c'est pas du miel, c'est des miels. Oui. Il y a des miels différents. Parce que même les agrumes, je ne connaissais pas par exemple. Ils ont tous des goûts différents. Et c'est ça qui est amusant d'ailleurs. Ils ont tous des goûts différents et ils ont des propriétés, des vertus qui sont différentes. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat médical, à savoir est-ce qu'on peut attribuer ou pas attribuer les vertus à tel ou tel miel. Mais si vous remontez, par exemple, dans les traités de médecine de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, vous voyez que les miels sont utilisés pour plein de choses. Ils sont utilisés pour les voies respiratoires. D'autres miels vont être utilisés pour tout ce qui est digestion. Certains vont être des facilitateurs du sommeil, et il y en a même on retrouve même dans les traités d'Ambroise Paré du miel pour les blessures d'armes blanches, vous voyez. Donc le miel a eu vraiment dans l'histoire humaine une présence d'abord qui date de l'Antiquité, voire de la préhistoire, et qui est une vraie présence dans l'univers médical et santé. Et qu'on utilise toujours d'ailleurs pour soigner souvent effectivement des maux de gorge, par exemple, pour adoucir. On parle toujours l'image d'Épinal, c'est le bonbon miel qui vient calmer les irritations de la gorge. Et vous avez aussi un autre produit qui lui aussi a de nombreuses vertus, c'est la gelée royale. Ah oui, j'allais y venir justement. On peut en parler ? La gelée royale, c'est très simple. Donc dans la ruche, la reine au départ, c'est une abeille comme les autres.
Elle est élue par ses pairs et elle a une mission, c'est d'assurer la procréation au sein de la ruche. Et comme elle a un rôle très très important, ses congénères vont la nourrir toute sa vie à base de gelée royale. Alors que les autres sont nourris pendant les 3 premiers jours de leur vie avec de la gelée royale et ensuite on leur donne un certain nombre d'autres aliments. Mais la seule qui est nourrie toute sa vie avec de la gelée royale, c'est la reine. Et bilan des courses, la reine elle vit 43 fois plus longtemps que les autres. Ah oui, quand même 43 fois. Bon, alors, ce ne sera pas notre cas à nous, humains. Donc, mais disons qu'effectivement, les vertus, sont la gelée royale sont vraiment là. Donc, les produits en général qui viennent donc des abeilles, on dit le miel, la gelée royale, on a parlé du pollen, il y a le propolis aussi. Ouais. Alors, on dit la propolis. Pardon, la propolis. La propolis, c'est un peu l'antiseptique de la ruche. En fait, la ruche, les abeilles vont créer un isolant au sein de la ruche pour se protéger des agressions extérieures et notamment des bactéries. Et en fait, c'est ça, la propolis. C'est cette matière un peu collante que les abeilles vont déposer à l'intérieur de la ruche pour se protéger. Et là aussi, dans tout l'univers santé, il y a une grosse utilisation qui est faite pour la santé bien-être parce que ça a des vertus également très intéressantes, notamment au niveau voie respiratoire et protection contre les bactéries. Ah, protection contre les bactéries, d'accord. Très bien. Et la cire, évidemment, d'abeilles aussi. Et bien sûr, la cire. Extrêmement connue. Plusieurs types d'acteurs de la filière. Il y a l'apiculteur, le conditionneur, le distributeur. Famille, Marie, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Eh ben nous, on fait un petit peu la jonction de tout, en fait. On a cette spécificité qui est de traiter l'ensemble de la filière, puisqu'on a nos propres apiculteurs, qui sont des salariés de l'entreprise. Vos propres ruches ? Nos propres ruches, tout à fait. On a à peu près 1000 ruches. Oui. D'accord. D'ailleurs, je me rends pas compte, c'est énorme ou pas ? Je ne me rends pas compte. Bon, ça commence à être un peu conséquent, mais c'est pas énorme. Mais c'est assez conséquent, oui. Donc en France ? Voilà. Voilà, je dirais même dans la région, puisque dans la région autour de Cholet et Nantes, dans ce coin-là, on a donc des apiculteurs qui s'en occupent. D'ailleurs, chaque salarié a une ruche sur laquelle il y a le nom. Donc il y a le nom de chacun de nos salariés sur l'ensemble de nos ruches. La deuxième chose, c'est qu'on a également un siège social où on conditionne le miel. Donc on est à la fois conditionneur. Et ensuite, on est également distributeur, revendeur, puisque en fait, on va vendre nos produits en direct. On a une 40aine de magasins à travers la France. On a également un site internet pour tout ce qui est e-commerce, et on a des clients qui sont auxquels on adresse un catalogue chaque année, et donc on travaille également en mode vente par correspondance. Alors je le disais en début d'échange, c'est la 4e édition de l'Happy Week, du 4 au 13 octobre. Sur l'ensemble du territoire. Si on regarde sur le site, on va retrouver effectivement plusieurs lieux de cet événement d'Happy Week, Happy pour apiculteurs, API. Un dialogue, donc une occasion unique de pouvoir rencontrer justement toutes les personnes qui travaillent dans le métier de l'apiculture. C'est une occasion unique et puis c'est quand même intéressant de voir, enfin en tout cas nous on veut vraiment être soutien de cette opération parce que vous avez, c'est pas tous les jours qu'une filière se réunit pour venir, pour travailler ensemble sur un projet vertueux. Là, en l'occurrence, le projet, c'est de faire découvrir et de sensibiliser le grand public sur le monde de l'apiculture, sur les difficultés que rencontrent les abeilles, et puis faire découvrir encore une fois ce monde qui est assez fascinant. Donc c'est toute une filière qui se fédère autour de ce projet. Donc nous, on souhaite être un acteur majeur dans ce dispositif. Donc on organise des animations dans nos boutiques, des extractions de miel avec des apiculteurs partenaires qui viennent donner de leur temps aussi pour faire découvrir au grand public un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est notamment un grand moment de transmission. Souvent, les grands-parents ont à cœur de venir avec les petits-enfants pour leur faire découvrir ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de valeur derrière tout ça. Donc voilà, on distribue aussi, l'un des actes majeurs, c'est de distribuer des petites plantes mellifères pour que chacun puisse avoir un rôle concret, une action concrète pour que les abeilles trouvent plus facilement des plantes mellifères. Donc on donne des petites graines pour que les enfants puissent les semer. Bon, c'est un petit peu comme il y avait Pokémon qui proposait d'être le meilleur entraîneur de Pokémon. Nous on propose d'être le meilleur soutien des abeilles. Oui, parce que finalement, je crois qu'il y a une vraie méconnaissance générale sur l'importance des abeilles dans l'écosystème. Dernier petit mot là-dessus. Un petit mot très simple. Pas de pollinisateurs, je parle des abeilles, mais de tous les pollinisateurs. Pas de pollinisateurs, pas de vie. C'est très simple.
Si à un moment donné, on tue tous les pollinisateurs, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer, forcément, ça va avoir un impact terrible parce que ça veut dire que les plantes ne peuvent plus, la régénération des plantes ne se fait plus. Et donc ça, c'est dramatique pour la planète. Donc il faut absolument les soutenir. Elles sont agressées de toutes parts. Et on peut faire plein de choses. Et je vais donner un petit exemple. Nous, on est partenaire d'un projet avec les Écomères, qui est une association qui a lancé un prix récemment pour pousser les maires et les élus à justement à travailler, à faire plus de choses à entretenir différemment les espaces verts pour faciliter encore une fois la pousse de plantes mellifères, ce qui est important pour les abeilles et les autres pollinisateurs, j'ai réussi à le dire. Et donc, on est partenaire de cette action-là. Donc, vous voyez, il y a plein de belles choses qui se mettent en place, à la fois au niveau des mairies, des élus locaux, à la fois dans les entreprises. Nous, on a également des entreprises qui sponsorisent des ruches, qui nous ont demandé d'installer des ruches chez eux. Donc, il y a plein de belles choses qui se font. Parfait. Et il faut sensibiliser le grand public. Merci beaucoup. Merci Eric Mélinaire d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'entreprise Famille Marie, une entreprise familiale qui date d'il y a un petit moment. J'ai regardé, on a plus de 100 ans. Voilà, plus de 100 ans. Génial. Toujours active. Entreprise familiale en tout cas, avec cette même personne qui a découvert, comme vous d'ailleurs, l'apiculture par hasard. Exactement. J'ai lu et qui en a créé une passion. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vous commencez d'abord, je voudrais en parler avec vous, le livre par un constat, c'est que le digital, le numérique, ça recrute massivement, mais c'est quoi l'ampleur de ce recrutement ? C'est une vraie interrogation et ça a été assez long de travailler sur ce sujet parce qu'il n'y a vraiment pas de statistiques globales. D'accord. On a des statistiques sur certains types de métiers, sur certains secteurs, mais pas une vision globale du numérique. Or, le numérique, c'est à la fois de la data, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la création, du design. Voilà, donc c'est assez large. Et donc, la meilleure analyse, je crois, elle a été faite par un certain nombre de scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui donnent des chiffres publiés par l'Institut Montaigne qui sont vraiment intéressants et qui disent, grosso modo, il y a à peu près 1 million de jobs aujourd'hui dans le digital. Et il y en aura... Qui sont disponibles. Qui sont déjà disponibles, dont 10% ne sont pas pourvus. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un monde en tension sur ce sujet. Mais il y a aussi une autre statistique qui me semble intéressante et qui répond à votre question. Il y en aura 1,6 million à l'horizon 2030. Donc ça veut dire qu'on va chercher 600 000 personnes en 5 ans. C'est absolument colossal. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin en disant comment on fait pour trouver ces gens, comment on fait pour former ces gens, comment on fait pour les accompagner. Je rappelle que vous êtes le 9e vice-président en charge des collèges et de la réussite éducative de l'Essonne. C'est quoi une bonne rentrée ? Une bonne rentrée, c'est déjà des agents du département qui sont arrivés un peu en avance, qui ont remis en état le collège, qui se sont concertés vis-à-vis des nouvelles initiatives, qui ont rencontré leur équipe de direction, qui ont rencontré les profs lors de la journée d'accueil, parce que c'est souvent un moment en commun. Donc c'est toute cette mise en place, et j'en profite pour remercier les services du département qui, tout l'été, ont œuvré pour que cette rentrée se passe bien. Et la bonne rentrée, c'est tous les élèves qui retrouvent un état... C'est une rentrée comme cette année, j'imagine. Écoutez, cette année, elle a été particulièrement réussie. Il n'y a pas eu de soucis majeurs. Tous les élèves ont pu être accueillis dans le département, dans des collèges en bon état. Combien d'élèves, on peut le rappeler ? 75 000 collégiens fréquentent les collèges, les 101 collèges du département, puisque nous en avons un nouveau cette année du côté de Massy. Donc, qui a été inauguré samedi dernier. Et puis également des collégiens qui fréquentent une vingtaine d'établissements privés sur le département de l'Essonne. Dans les messages importants du livre, Anne Bargiaki, il en est un. On se cherche quand on est adolescent, mais on n'est pas obligé de se trouver, en tout cas on n'est pas obligé de se trouver pour toujours. Il n'y a pas d'injonction immédiate à figer son identité. Oui, c'était un des points sur lesquels on a voulu aussi insister. Parce que ça peut être compliqué. Parfois, on a cette idée qu'on va savoir qui on est, on va trouver nos passions et c'est ce qui va nous guider. Et c'est aussi parfois ce qu'on entend beaucoup. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. Et ce qu'on voulait beaucoup souligner, c'est que tous les parcours sont valides et OK et qu'il n'y a pas d'urgence à se trouver, qu'on a le droit de continuer à évoluer et de continuer à changer tout en étant guidé par des valeurs. Ça n'empêche pas d'avoir des lignes conductrices, mais ça nous paraissait important d'insister là-dessus.
Et ça vaut notamment pour la question du genre. Vous avez été, docteur, je crois, une pionnière sur les sujets de dysphorie de genre. Dès la fin des années 2000, vous vous étiez penché, je crois, sur le sujet. Le sujet qui aujourd'hui a pris une place assez considérable. Oui, alors en effet, nous avions participé avec le docteur Martinori, qui est endocrinologue à l'hôpital Robert Debré, à l'ouverture de la consultation pour les jeunes qui se questionnaient sur leur genre, en même temps que les services de la Pitié Salpêtrière et que le docteur Jean Chambry à Paris. Alors, je suis moins dans ce qui se passe en France, puisque j'ai quitté la France il y a 5 ans, mais en effet, ça reste un sujet important, débattu, avec encore beaucoup de questions. C'est le cas ici aussi, là où je suis, mais on continue à avancer, je pense. Donc vous nous l'expliquez, il y a un vrai décalage entre les opportunités professionnelles et la compréhension du marché et de ces métiers par le grand public. Aujourd'hui, pour peut-être les jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, quels sont les principaux freins, selon vous, que rencontrent les jeunes quand ils souhaitent se lancer justement dans une carrière du digital? Est-ce que c'est la formation qui n'est pas forcément adaptée à ces nouvelles technologies qui sont en constante évolution? Est-ce que c'est le manque de visibilité justement de ces métiers? Et vous essayez de rétablir le coche dans ce livre. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile de répondre à cette question parce que la formation, elle existe. Je crois qu'on n'a simplement pas assez de monde pour faire ces métiers. Je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas énormément de freins pour quelqu'un qui est formé, qui connaît ce métier, qui est curieux. Franchement, il trouve un job assez facilement. On a encore une fois, on est en tension, donc ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de personnes qui veulent faire ces métiers. Je pense que l'un des principaux freins, c'est le stéréotype de genre. C'est-à-dire qu'on a 20% de femmes dans ces métiers. Bon, c'est absolument pas normal, et les femmes ne sont pas suffisamment formées pour tous ces métiers. Donc un des freins, je pense, c'est le stéréotype de genre. Parce que la mare pédagogique, je crois que c'est un dispositif, un concept que vous adorez. Pourquoi? Alors, je l'adore parce que déjà, il y a le collège Olivier de Serres qui est sur mon canton, qui a eu cette initiative mare pédagogique, je précise, connectée. Elle est connectée parce que elle va se remplir de manière automatique quand le niveau de la mare diminue. Et donc là, c'est vraiment un beau projet sur lequel à la fois les enseignants du collège, les élèves ont travaillé, ont fait un gros boulot. Ils ont creusé la mare eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un outil qui permet de travailler la biodiversité. Et c'est un outil en ville où on voit revenir la biodiversité. Il y a des libellules, il y a des grenouilles, voilà. Et les élèves sont ravis. Et franchement, dans le collège, c'est tout simplement magnifique. Ça change tout. C'est construit à chaque fois dans le cadre de clubs de développement durable? Oui, alors le département de l'Essonne, on aide effectivement les collèges via les clubs de développement durable. Il y en a 42 dans le département. D'accord. Et donc on aide sous forme de subvention l'accompagnement d'un projet. Et là aussi, j'en profite pour féliciter tous les enseignants et tous les élèves qui sont investis dans ces dispositifs, parce que sur le temps de la demi-pension souvent, ou le soir, ça donne l'occasion aussi de sortir un peu de la salle de classe et puis d'avoir une démarche pédagogique différente autour de projets différents. Ça commence quand l'adolescence? 10 ans, c'est quand même, on est avant quand même, rassurez-moi. Alors, ça dépend comment on définit l'adolescence. Et c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas une vraie définition consensuelle de l'adolescence. Pour l'OMS, c'est à partir de 12 ans. Mais on sait aussi que l'adolescence, c'est très lié au début de la puberté. On sait que l'âge de la puberté rajeunit. Maintenant, la puberté pour les filles, c'est entre 8 et 9 ans, le tout début. Et pour les garçons, entre 9 et 10 ans. Donc, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on ne pense. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les signes qu'on associe, nous, spontanément à l'idée de la puberté apparaissent dès cet âge-là, mais les premiers signes qu'eux peuvent repérer, les premiers changements même à l'intérieur d'eux, sont relativement tôt. Ils sont beaucoup plus tôt qu'avant. Alors c'est d'abord, si on veut définir aussi, une affaire hormonale, ce qu'on appelle l'adolescence. Décrivez-nous ce qui se passe, là, docteur. Absolument. Tout commence au niveau du cerveau avec notre horloge interne qui décide pour des raisons qu'on ne connaît pas bien encore aujourd'hui que c'est le début. Et donc des changements dans ce qu'on appelle les hormones, qui sont les petits messagers à l'intérieur du corps, vont signaler c'est le moment de se mettre au travail et de faire cette mise à jour dont vous parliez tout à l'heure. Et cela va entraîner une cascade de changements au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de notre capacité à être en relation, de notre capacité à penser, de notre capacité à apprendre.
aussi. Et tous ces changements vont extérieurement ressembler à ce que nous, on appelle l'adolescence. C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation ce soir, c'est Romain Luc. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Redemont. Et Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.